Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici au Cercle des Parèges pour l'émission politique de la semaine. Une émission toujours enregistrée donc depuis ce cercle qui nous fait le plaisir de nous accueillir depuis notre création. J'en profite pour saluer d'ailleurs Anne-Claire Mangel, la secrétaire générale du groupe FCMS et directrice de FCMS Stadium. Une émission organisée en collaboration avec nos fidèles partenaires, Orange et la maison Bianchi, et également notre prestataire audiovisuel Y-Vision. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en format podcast, diffusée également chez nos amis de Moselle TV et fera bien sûr l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire. Pour cette rentrée de septembre, nous avons souhaité avec Aurélia Salinas, rédactrice en chef de la semaine, rompre avec le format habituel. En effet, nous ne recevons pas aujourd'hui un élu du territoire, mais un politologue, Philippe Poirier. Bonjour. Bonjour. Philippe Poirier, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Luxembourg, professeur invité à Sciences Po Paris. Vous connaissez évidemment très bien le contexte parlementaire national, mais aussi le paysage local lorrain. Vous intervenez par exemple régulièrement lors des soirées électorales de la semaine et de Moselle TV. Et si nous vous recevons aujourd'hui à Sans Filtre, Philippe Poirier, c'est qu'évidemment que le contexte politique est toujours pour le moins très particulier. Nous sommes toujours dans l'attente d'un gouvernement, depuis que le gouvernement Bayrou a sauté, si je puis dire, le 7 septembre dernier. Nous ne savons pas si un budget sera voté en temps et en heure. Les oppositions d'extrême gauche comme d'extrême droite rêvent d'un départ, d'une démission du président de la République. Tout cela alors que les municipales se profilent à l'horizon. Je le rappelle, ce sera les 15 et 22 mars 2026. Alors évidemment, avec Aurélia, nous avons pas mal de questions à vous poser. Où va-t-on? Quel scénario possible pour le pays? Quelles répercussions de cette situation au niveau local et pour les municipales? Tout d'abord, première question, Philippe Poirier, le pays a-t-il déjà connu par le passé une telle situation? Sous la Ve République, non. Sous les 4e et la 3e République, c'était habituel d'avoir des gouvernements successifs, des recompositions de majorité dans les assemblées. Ce qui est nouveau, c'est que l'élection clé, la présidentielle, ne régule plus au cours du mandat présidentiel la situation politique du pays. Et cela, la dissolution a amplifié ceci. Je voudrais attirer l'attention d'ailleurs sur deux choses que nous n'avions pas fait peut-être attention en 2017 et en 2022, présidentielles, puis après législatives. Les législatives qui suivaient les présidentielles, celle de 2017, c'était le taux de participation le plus faible depuis 1848, à toutes les élections législatives. Donc ça voulait dire qu'après l'élection présidentielle, une partie des électeurs, des électrices, n'était pas forcément en phase avec la nouvelle majorité présidentielle, mais elle n'était pas non plus en phase avec les offres des oppositions d'Eldor. Et en 2022, nous avons eu exactement le même cas de figure, sauf que là, non seulement il y a eu un taux de participation relativement faible, alors un peu plus fort qu'en 2017, mais par contre, la disjonction entre majorité présidentielle et majorité parlementaire a été encore plus opérante d'une certaine manière. Et c'est déjà ce paradoxe-là qu'il faut bien noter. Bien entendu, la dissolution de 2024 a rendu le paysage politique et la force d'attractivité de l'élection présidentielle affaibli par la dissolution. Bien sûr, c'est M. Macron qui est le président de la République, mais un président qui se serait retrouvé dans le cas d'une dissolution de la même manière, avec une assemblée qui n'a pas de majorité, c'est-à-dire, vous voyez, si nous voyons nos partenaires allemands, par exemple, si un gouvernement chute, il faut proposer une majorité alternative. Là, les gouvernements chutent, mais il n'y a pas de majorité alternative, ce qui rend instable la situation politique et qui rend très compliqué. Par contre, notre capacité à travailler sur des coalitions, comme par exemple chez nos voisins. Oui, mais il n'y a pas de possibilité de coalition alternative. Parce que les oppositions qui sont fortes, les gauches et les filles, et d'un côté le RN, ne sont pas capables de former une coalition alternative aux autres. Mais la majorité
entre guillemets parlementaire, qui ne coïncide pas avec la majorité présidentielle, n'est pas non plus en capacité de continuer dans ce contexte-là. La seule chose qui peut être faite, à minima, et ça c'est une obligation constitutionnelle, c'est une obligation politique, c'est une obligation de la société, c'est d'avoir un budget. Soit il y a une majorité minimale autour du budget, du prochain budget, soit on reconduit le budget de l'année précédente dans les mêmes conditions. Mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas continuer une majorité parlementaire simplement sur l'accord minimal budgétaire dans les semaines à venir. Alors justement, comment en sortir, Aurélia? Oui, donc il y a un Premier ministre qui a quand même été nommé, Sébastien Lecornu. Est-ce que vous pensez que c'était la bonne personne? Est-ce que vous pensez qu'il peut y arriver? Je ne sais pas si c'est la bonne personne. Quel que soit le locataire, c'est déjà une mission très difficile. Vous avez vu la mission de M. Bayrou, vous avez vu la mission de M. Barnier. C'est très difficile. Donc la mission de M. Lecornu, elle est aussi difficile. C'est difficile ou c'est impossible? C'est toujours difficile. Vous savez, on constitue dans un gouvernement, ça c'est le politique qui vous parle, il y a toujours des gens qui acceptent une fonction gouvernementale. Mais la question n'est pas d'accepter la formation du gouvernement. La question c'est est-ce que le gouvernement est capable de tenir en chambre juste après ou juste avant la préparation finale de la loi budgétaire. C'est ça la question. Et je vous renvoie à ce que je disais auparavant, c'est qu'il n'y a pas de majorité parlementaire. Mais il n'y a pas d'alternative à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc les solutions, soit on a une période de léthargie jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Ça veut dire qu'on va avoir des premiers ministres qui se succèdent comme pas forcément. ça. On peut rester dans un état de 18 mois d'apesanteur de ce type-là. Je dis bien d'apesanteur, où rien ne se passe grand-chose, mais le pays n'attend pas. Et nos voisins n'attendent pas. Et l'Europe n'attend pas. Et le monde n'attend pas cet état d'apesanteur. Et de l'autre côté, on peut avoir justement une guérilla parlementaire aussi permanente pendant les 18 mois, avec des gouvernements qui peuvent tomber sur n'importe quel projet de loi, soit par une motion, etc. Donc, nous ne sommes pas dans une bonne situation de stabilité politique et institutionnelle. Mais personne aujourd'hui n'incarne et l'alternative de stabilité institutionnelle, et ceux qui l'ont pour l'instant ne l'incarnent pas non plus. Donc, soit nous attendons l'élection présidentielle, soit il y a une nouvelle dissolution. Mais la nouvelle dissolution, sommes-nous sûrs? Et personne ne peut prévoir si des nouvelles élections, il y aura une vraie majorité parlementaire. Ce que nous pouvons estimer, au regard des enquêtes d'opinion publiées par le CEVIPOF, donc à Sciences Po, qui publie chaque année au mois de janvier et février un état et qui les mettra à jour, ce que nous pouvons voir, c'est que l'électorat français est dans 3 attitudes à peu près. Une première attitude, il y a une distance. Une sorte d'indifférence, une distance. On le voit actuellement d'ailleurs. Vous voyez, par exemple, il n'y a pas de gouvernement. La partielle qui a eu lieu à Paris, Monsieur Barnier est arrivé en tête, l'ancien Premier ministre, 26 ou 27% de taux de participation. Alors bien entendu, les partiels n'ont jamais autant mobilisé. Ouais. Mais là, nous sommes quand même à moins d'un tiers, simplement un quart du corps électoral qui s'est déplacé. Donc il y a d'abord une position attentiste, de distante, vis-à-vis des partis qui sont autour de la coalition gouvernementale, si on peut dire, mais aussi vis-à-vis des oppositions. Ça, c'est la première attitude. La deuxième attitude, c'est qu'ils sont très préoccupés de la question économique. C'est la première préoccupation. Donc, les forces politiques qui seront capables de proposer un chemin, quelques réformes ou quelques solutions, sont peut-être elles qui sont capables de former et d'attirer une majorité d'électeurs et d'électrices dans le cadre d'élections législatives. Ça, c'est l'agenda économique essentiel qui demeure. Et puis, la troisième chose, c'est que on voit tout de même, et là je pense que on ne le souligne pas assez, il y a une double dynamique électorale en France. Dynamique positive pour ces forces politiques. D'abord, le RN et ses petits alliés. Non seulement il est toujours très puissant, mais il connaît une dynamique. Il connaît une dynamique dans les territoires. Mais, qu'elle soit unie ou désunie, qu'elle soit en forme de coalition, les gauches connaissent de nouveau une dynamique.
C'est pas simplement les résultats des élections européennes, notamment pour le Parti socialiste et Place publique. On voit que l'ensemble des gauches, et notamment aux législatives, premier et deuxième tour, ont connu une dynamique. L'enjeu pour les gauches est dans quelle dynamique? Est-ce que c'est à l'intérieur vers la France insoumise ou vers plus les forces du centre-gauche, Parti socialiste et alliés? Et pour la dynamique du RN, sur quel territoire il est capable encore de progresser? Donc, on reviendra sur l'impact de cette recomposition aussi, de cette situation très particulière sur les territoires. Mais pour revenir sur le contexte national et le rôle du Premier ministre, Sébastien Lecornu, donc on a bien compris, vous n'êtes pas là pour distribuer des bons points, mais a-t-il des chances de réussir? Est-ce que cette stratégie de tendre la main à la gauche du gouvernement, au Parti socialiste, est selon vous la bonne solution pour s'en sortir? Bien, cela dépendra des autres partenaires. Quel type de concession ils sont prêts à accepter pour que le Parti socialiste ou une partie du Parti socialiste rentre en coalition avec Monsieur Lecornu. Et là, on revient aux tractations, aux formes de compromis et de négociations que la France a connues sous la 4e République ou sous la 3e République. Alors, est-ce que l'enjeu national de dire il nous faut un budget, il nous faut un minimum de stabilité va permettre de faire des concessions de part et d'autre autour de M. Lecornu? M. Lecornu n'est pas forcément l'acteur principal. C'est l'agent qui met en relation les uns et les autres. Après, les autres acteurs doivent prendre leurs responsabilités. Est-ce que c'est possible? C'est tout à fait nouveau, ça. Est-ce que c'est possible? Là, c'est la difficulté. Et en plus, chacun des partis concernés doit gérer ses propres contradictions internes. Au sein des Républicains, on l'a bien vu au moment du vote de la confiance, un tiers des députés républicains n'ont pas voté le vote de confiance, alors que leur président, M. Retailleau, est quand même un des ministres proéminents du gouvernement sortant. Est-ce que les socialistes vont régler aussi leurs propres contradictions internes entre certains qui veulent absolument reconstituer le centre-gauche et d'autres qui savent très bien qu'ils sont très liés pour différentes raisons aux insoumis ou aux Verts? Et n'oublions pas qu'il y a une propre contradiction à l'intérieur du bloc macroniste, à la fois au sein du MoDem et autour de M. Bayrou, et à la fois au sein de de Renaissance. On l'a bien vu à leur meeting à Arras, où le jeu de M. Attal est de dire « je dois me distancer suffisamment du président Macron, je dois jouer le jeu de M. Lecornu, mais je ne dois pas non plus être capable de donner un chèque en blanc. » Donc c'est là aussi, c'est difficile. Donc il y a d'abord l'essentiel, s'entendre sur certains programmes économiques ou budgétaires minimum, et ça c'est l'essentiel, et c'est déjà difficile. Et après il faut gérer les propres contradictions internes de chaque groupe ou famille politiques, qui ne sont pas d'ailleurs de même ampleur et de même nature. Vous parliez tout à l'heure de dynamique, et notamment de celle de la gauche, qui est quand même arrivée en tête, quelle que soit la gauche, peut-être une gauche de circonstance, mais qui est arrivée en tête aux législatives. L'erreur de départ, c'était pas de ne pas nommer, est-ce qu'il fallait pas nommer un Premier ministre de gauche? Est-ce que ça aurait pas été la solution? Ben c'est là toute l'ambiguïté. Si nous étions en Italie ou en République fédérale d'Allemagne, le président de la République, qui a des pouvoirs beaucoup plus faibles que le président de la République française, c'est ça aussi qui joue. Faut pas oublier, on ne peut pas comparer les coalitions allemandes et italiennes comme en France, parce que la fonction constitutionnelle du président de la République italienne et allemande n'est pas du tout la même que... Alors, mais qu'est-ce qu'ils font en Italie et en Allemagne? Ils demandent d'abord au premier bloc de partis, au premier parti, ils investissent d'abord. Donc, théoriquement, si nous avions suivi l'exemple italien ou l'exemple allemand, eh bien, le ou la candidate proposée par les gauches aurait eu la mission de former ou de tenter de former. Après que le gouvernement soit formé, après que le gouvernement soit formé et qu'il se présente et qu'il tombe ou pas, c'est une autre chose. Oui, il est censuré, c'est autre chose. Mais nous ne pouvons pas comparer la situation à l'Allemagne et à l'Italie, parce que le président de la République a le rôle clé politique, c'est l'élection majeure du système qui régule tout, et donc c'est un double phénomène, à la fois de leader politique parlementaire, et puis
le président de la République qui est élu par les Français. Donc, voilà la chose. Par contre, ce qui aurait pu être exploré, par contre, c'est de dire, avant de nommer un Premier ministre ou une Première ministre issue des gauches, c'est de laisser des sortes de conférences, de négociations de parti à parti, et de voir si eux-mêmes, avant d'aller vers le président de la République, de dire, ben voilà, nous, bloc de gauche, nous sommes les premiers, mais nous sommes capables de travailler sur certaines questions avec certains partis composant la Chambre. Donc là aussi, je crois que les acteurs, en voyant de l'extérieur et de ma fonction d'étude des parlements, ont aussi beaucoup de mal à intégrer ces nouvelles règles. Vous savez, c'est pas facile. Nous sommes dans un scrutin majoritaire à 2 tours. Donc normalement, depuis la Ve République, nous avions toujours des majorités qui se dégageaient, soit immédiatement après l'élection présidentielle. Pour les plus anciens d'entre nous, rappelons-nous 1981, où M. Mitterrand est élu, et il y a un ras-de-marée au Parlement pour, à l'époque, le Parti socialiste, le Parti communiste et le MRG, etc. Lorsque d'autres présidents sont élus, il y a donc cette stabilité parlementaire et présidentielle. Et donc, ça développe une tradition sur 40 ans ou 50 ans où on pense qu'on peut gagner l'élection seul, dans son bloc. Et puis tout d'un coup, les règles, le contexte se modifient. Je prends souvent l'exemple, c'est comme quand on a changé les règles au rugby il y a quelques années, eh bien des joueurs commettaient toujours les mêmes fautes parce qu'ils n'avaient pas intégré les règles. Ils n'ont pas changé de logiciel, quoi. Voilà. Mais c'est difficile aussi. On ne peut pas dire on apprend les règles d'un coup comme ça. C'est pas possible. Le politologue que vous êtes, est-ce qu'il considère que le dissoudre l'Assemblée, comme l'a fait Emmanuel Macron, c'était une erreur politique majeure? Ce qui était surprenant, c'est que rien ne l'obligeait à dissoudre l'Assemblée, puisque le scrutin européen n'avait jamais déterminé quel que soit le résultat. Et rappelez-vous, les scrutins européens ont toujours, depuis au moins 1984, la première élection en 79, ont laissé des surprises. Le Parti socialiste avait été dézingué par une liste tapis à un moment donné. Je me rappelle plus 2014, je crois, 1994, pardon. Bon, bref, il y a toujours eu des surprises. Donc, pourquoi associer le résultat national des européennes à former un nouveau gouvernement? Et d'ailleurs, aucun gouvernement en Europe n'a suivi l'exemple de Macron, où il n'y a jamais eu d'expérience de ce type-là. Les Allemands ont un très mauvais résultat aussi aux élections européennes, les partis, mais ils n'ont pas changé. Ils ont attendu les élections législatives de février. Ils ont attendu les vraies élections législatives. Dans d'autres pays, ils n'ont pas changé. Donc c'est ça qui est surprenant. Après, des erreurs de dissolution, on en a connu sous la Ve République. Monsieur Jacques Chirac avait dissous alors qu'il avait une majorité confortable au Parlement et rien ne l'obligeait. Il voulait renforcer sa majorité. Rappelez-vous, c'était déjà la réforme des retraites, des régimes spéciaux, etc., etc. C'est de l'histoire grecque, c'est des calendes grecques, ces histoires-là. Mais les dissolutions ont été toujours parfois périlleuses. Mais par contre, la première, pourquoi associer l'agenda d'une élection européenne qui généralement est toujours défavorable et très défavorable pour le parti ou les partis au pouvoir et qui bénéficie toujours à l'opposition? Et qui plus est, l'écart entre la liste RN était quand même le double des voix de la liste du parti présidentiel. Donc c'était quand même assez curieux de faire ce type de dissolution. Par contre, l'objet de la dissolution, c'est un pouvoir du président et il est tout à fait normal de dissoudre le Parlement. Mais objectivement, il n'y a aucune raison. Il n'y avait aucune raison à lier ça à l'agenda européen, à la formation d'un nouveau Parlement et d'un nouveau gouvernement. Il n'y avait aucune raison. Alors, bien entendu, comme le Parlement était déjà en majorité relative, déjà pointait la question de la loi budgétaire. Comment nous allons adopter le budget de l'automne 2024? Mais là aussi, c'est un manque de laisser les règles nouvelles d'un Parlement plus complexe, de dire, bien, on forme une coalition autour du budget.
Et l'été 2024, sans dissolution, aurait pu être l'occasion, peut-être, je n'en sais rien, on ne peut pas réécrire l'histoire et voir comment les acteurs, mais de laisser se former une majorité budgétaire avec le Parlement de l'époque, avec l'Assemblée nationale de l'époque. Et puis deuxième aspect, aujourd'hui, s'il y a plus grande difficulté dans les gouvernements et éventuellement dans les majorités budgétaires, c'est parce que il n'y a pas eu l'expérience de former une majorité parlementaire budgétaire à cause de la dissolution. Donc les acteurs n'ont pas intégré ceci. Et puis après, la montée en radicalité des forces politiques, puisque n'oublions pas aussi un élément très important. Plus les jours passent, plus le degré de légitimité du président de la République diminue. Alors, donc les forces politiques s'accélèrent dans leur action. Vous rappelez à l'instant le rôle central évidemment de la Constitution, de notre système politique du président de la République. Je l'ai dit tout à l'heure, les extrêmes en appellent à sa démission, voire à sa destitution. Première question, est-ce que cela réglerait quelque chose, selon vous? Et deux, nous rappeler peut-être le contexte d'une éventuelle destitution. Il n'y a qu'un seul président de la République qui a dû partir dans l'histoire française. C'est le maréchal de MacMahon. Alors c'est très loin. C'est au début de la Troisième République. Mais là, la situation était claire. Parce qu'il y avait une dynamique politique et sociale à l'époque dans le pays où le camp, ce qu'on appelait le camp républicain, devenait majoritairement socialement et politiquement. Donc là, il y avait une vraie alternative à faire partir ce président de la République qui, si vous vous rappelez, attendait en fin de compte la restauration de la monarchie. C'était aussi la chose. Tandis que là, la démission de M. Macron, parlons simplement de démission. La destitution est une procédure très complexe, très difficile. Il n'y a pas la majorité de il n'y a pas les conditions pour la destitution, à moins que M. Macron devienne complètement fou et que tout le monde le constate. Mais ce qui n'est pas le cas. Donc, la démission. S'il y avait une démission, donc nous avons le président du Sénat qui prend la fonction de président de la République pendant une trentaine de jours, si ma mémoire est bonne, et qui sont les candidats aux élections présidentielles? Quels sont les candidats? Si nous regardons du côté du Rassemblement national, savons-nous si Madame Le Pen est capable de se présenter aux élections présidentielles? Si nous nous arrêtions là, elle ne peut pas se présenter. Premier inconnu. Est-ce que la force du RN autour de Madame Le Pen se reporterait à une élection présidentielle sur, par exemple, M. Bardella? Point d'interrogation. Comment désigner une sorte d'unité du bloc central autour de candidats succédant à M. Macron? Nous avons M. Philippe, ancien Premier ministre de Horizon. Nous avons, même s'il n'est pas du camp macroniste, mais une partie est ralliée, M. Retailleau des Républicains. Nous avons sans doute M. Attal et peut-être d'autres. M. Wauquiez, M. Bayrou, etc. Donc là aussi, ce qu'on appelait autrefois, une mauvaise expression historique, le Marais aurait du mal à constituer une candidature dynamique présidentielle. Pour l'instant. Alors, vous voyez, en cas de démission en 35 jours, comment se mettre d'accord immédiatement? Mais le problème se pose aussi pour les gauches. Donc, une élection précipitée présidentielle ne ferait que agrandir les tensions et difficultés au sein de chaque groupe ou bloc, sans donner forcément une assise claire de ce qu'elle serait le résultat présidentiel. Si on observe et si on veut être dans un système politique, par analogie, il faut parfois être calme, poser des jalons. Mieux vaut avoir une élection présidentielle avec une campagne sur plusieurs mois qui parle des vrais thèmes économiques, sociaux, environnementaux, tout ce que vous voulez, que l'électeur et que les forces politiques décantent aussi leurs candidats, leurs projets, etc., que de se précipiter après une démission du président de la République. Donc, vous voyez, la démission ne va pas forcément résoudre le problème de la stabilité politique, mais les 20 mois qui nous restent ne vont pas non plus résoudre la difficulté, et on le voit très bien, ce sont les enquêtes d'opinion de nos collègues, Monsieur Macron est le président légal de la France, mais sa légitimité, elle est très fortement emportée, diminuée par la dissolution, et pas simplement par la dissolution, y compris
auprès de ses électeurs ou de ses électrices. Donc, ni la démission ne serait une bonne solution pour trouver rapidement une stabilité politique et institutionnelle, une majorité claire pour une majorité politique, et en même temps, cette longue période, 20 mois, c'est très très long, 20 mois en politique. C'est très très long. Et ça peut accentuer les forces, les radicalités, les tensions sociales, les tensions à l'intérieur des institutions, mais aussi dans la société. C'est assez effrayant ce que vous nous décrivez. Non, ce n'est pas effrayant, c'est réaliste. On a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution, qu'en 2007, il n'y en aura pas plus. Hein, 2027, pardon, il n'y en aura pas plus. Il ne faut jamais s'effrayer. On est dans une sorte d'abîme politique. Mais non, il ne faut jamais s'effrayer. Mais vous comprenez que les gens, je sais pas, les gens qui nous écoutent, par exemple, pourraient se dire, waouh, mais on va où, en fait? Nous allons dans des difficultés pendant plusieurs mois. Mais s'il y a un cap clair en disant, voilà, on vote cette loi budgétaire à minima. Vous parlez de cap clair, François Bayrou, on est d'accord ou pas avec lui, il y avait un cap. Michel Barnier, il y avait un cap. Pour eux, mais pas pour la majorité française. Quand il dit un cap clair, c'est que les Français et les Françaises attendent un cap clair sur quelques politiques. Ils veulent une clarté, qu'elle soit portée par le... Excusez-moi de cette expression un peu ancienne, le bloc des gauches, ça nous renvoie à la Troisième République. Mais comme ils changent souvent leur nom d'alliance, etc., gardons le bloc des gauches comme dénomination. Si le bloc des gauches arrive, par exemple, à avoir quelques propositions très claires, ça peut rassurer l'électorat. Le bloc qu'on appelle dit central, qui n'a rien de central parce qu'il est tellement composite qu'il est très divers, mais enfin, appelons ça le bloc central, lui aussi peut reprendre. Et le RN et ses petits alliés peuvent aussi apporter une clarté, de majorité politique. Donc, la situation n'est pas effrayante. Il faudra que vos auditeurs et téléspectateurs ou lecteurs, ce n'est pas effrayant. C'est d'être réaliste et de dire, voilà, il y a un temps de l'élection, il y a un temps de la maturation, et nous payons peut-être l'absence de réelle élection de campagne présidentielle en 2022. Rappelez-vous, l'élection présidentielle avait été percutée par le début de la guerre en Ukraine. Ça ne veut pas dire que M. Macron n'était pas du tout ni illégal, ni illégitime. Mais la campagne avait été un peu écrasée par même la campagne de M. Macron. Il n'y avait pas eu assez d'explications sur ce qu'il voulait faire. Et d'ailleurs, il l'a payé aux élections législatives. Donc, mieux vaut un temps de campagne de ces 20 mois, mais il faut que les acteurs politiques soient clairs sur leurs intentions, trouvent rapidement leur champion ou leur championne, trouvent des formulations d'agenda politique acceptable et compris par les Français et les Françaises, mais pas simplement, par nos partenaires européens aussi. Parce que ce qui préoccupe, c'est bien sûr d'abord les citoyens français et les citoyennes et tout le monde, mais les partenaires européens ne disent rien, parce que la règle n'est jamais de se mêler directement de la chose, mais ils sont très préoccupés. Nous parlons toujours de la deuxième économie de l'Union européenne et nous parlons toujours de la 7e puissance économique mondiale. Donc voilà, il y a aussi, peut-être, il va y avoir aussi pas des pressions, mais des volontés des partenaires européens de dire, bon écoutez, faites un effort de clarification. Donc, n'effrayons pas les auditeurs et les téléspectateurs. La France a connu des situations politiques complexes, difficiles. 58, après la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire le pays. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu des moments très difficiles dans notre... Mais il y a eu toujours des solutions politiques et démocratiques. Alors, vous êtes évidemment un examinateur, un observateur attentif des mouvements d'opinion, ou c'est votre matière première en quelque sorte. On est passé là avec l'arrivée de Macron à la fin de la bipolarisation de la vie politique. Maintenant, on est sur ces trois blocs que vous rappeliez. Est-ce que est-ce que selon vous, ça va durer ces trois blocs, ou est-ce qu'on va retourner à une forme de bipolarisation plus classique gauche-droite? Alors, il faut bien distinguer les blocs électoraux partisans des blocs sociologiques. Ce qui est aujourd'hui, ce qu'on voit avec les enquêtes, nos enquêtes et les enquêtes de nos collègues dans nos universités françaises, c'est que il y a des blocs sociologiques très forts, et j'allais dire ce qu'on appelle des solitudes sociologiques. Par exemple, vous avez des corps électoraux dans les grandes villes ou dans les centres urbains qui ont peu de rapport avec leur hinterland,
ou qui partagent peu d'intérêts des mêmes questions économiques, des mêmes questions environnementales, des mêmes questions sociales. Et inversement, dans l'interland, dans les périphéries des grandes villes ou dans ce qu'on appelle les campagnes et les ruralités, il n'y a pas les mêmes attentes, il n'y a pas les mêmes intérêts. Donc, l'un des enjeux déjà, c'est que ces blocs sociologiques qui sont très forts soient mobilisés de manière commune. S'ils restent chacun ou travaillent chacun par des forces politiques par bloc, eh bien, nous aurons toujours cette division très importante et des blocs politiques et blocs parlementaires et de la société française. C'est l'un des enjeux aussi des partis politiques. Comment, c'est pas concilier ou réconcilier les blocs sociologiques, c'est comment faire penser qu'il y a certaines questions qui sont transversales à la ruralité, aux grandes métropoles et aux villes moyennes. Il y a des questions importantes qui sont transversales. Ça, c'est la grande difficulté. Mais si on reste dans ces blocs sociologiques, et vous voyez bien que les blocs sociologiques répondent aussi aux partis politiques qui sont soutenus. Pour caricaturer, vous voyez bien même que dans le Grand Est, la gauche est forte dans les centres urbains, en Alsace, en Lorraine, les circonscriptions électorales législatives sont plutôt celles-ci. Les républicains, centre-droit, etc., sont dans une sorte de grande périphérie de certaines choses, et le RN est devenu le bloc territorial de la ruralité, du moins dans le Grand Est. C'est différent dans d'autres régions. Vous voyez bien dans le département de la Moselle, où sont élus les députés RN et où ils sont élus les députés Ensemble et les députés Ensemble. Il y a ce genre de dynamique. Donc, si on reste il y a l'impossibilité de dépasser, de parler à ces blocs sociologiques, eh bien, la vie politique française va rester pendant très longtemps. C'est pas 2 années, 3 années, 4 années. Ça peut être 2 ou 3 législatures. Avec des collègues, un collègue Bruno Cotresse, je pense que vous le connaissez, nous parlons souvent et nous échangeons et nous disons cette chose-là. C'est comme lorsque nous étions à la fin du 19e siècle. Les blocs ont été figés pendant très longtemps. Et les blocs ont été défigés, si on peut dire, ou dégelés, à cause de la Première Guerre mondiale et par la suite. Parce que les blocs sociologiques, le nouveau monde ouvrier, le monde de la bourgeoisie, le monde de l'agriculture, à l'époque la France était d'abord un pays agricole, ont compris qu'il y avait des questions économiques et sociales du même ordre, et ce qui a débloqué la situation politique en France. Mais ça, parce qu'un événement extraordinaire qu'on ne souhaiterait pas. Mais là, c'est très difficile. Et je pense que chaque élu de chaque parti, de chaque bloc, a cette difficulté de parler, de proposer, et même dans des réunions ou même au sein de leur fédération, de faire parler ces blocs sociologiques, qui ont leur système de valeurs, leur intérêt, le rapport à l'Europe qui n'est pas le même, le rapport à l'environnement qui n'est pas le même. Vous voyez bien, la question environnementale est devenue une question clivante par bloc sociologique. La question du rapport à l'Europe est aussi très clivante. Et la question de l'éducation, de la formation professionnelle deviennent par blocs sociologiques. Et ça, c'est l'une des plus grandes difficultés que rencontre la France. Mais vous remarquez que c'est aussi les autres démocraties. Alors, on ne peut pas faire toutes des comparaisons et des analogies dans toutes les démocraties, mais beaucoup de démocraties connaissent ces formes de blocs sociologiques, et particulièrement en Europe occidentale. Mais c'est la conséquence du fameux « en même temps » de Emmanuel Macron, ou lui, il avait fait ça pour essayer de résoudre cette impossibilité? Laissons le « en même temps ». Le « en même temps » est l'écume de la mer. Les blocs sociologiques, c'est la transformation de l'économie, du rapport au travail, du rapport le système des valeurs. Mais à quel moment les hommes politiques ou les partis politiques ont perdu la clé ou les mots pour rassembler les gens, en gros? Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas être capable de vous donner une date, et ils n'ont pas tous perdu la clé. Ils ont perdu une partie des clés du trousseau de clés. Sauf qu'il y a des clés qui sont très importantes. Et c'est là l'enjeu de la démocratie. Comment retrouver les clés du trousseau les plus importantes? Mais le « en même temps » n'est qu'une écume dans ce que j'essaie d'expliquer avec mes collègues, c'est-à-dire la transformation des valeurs, le ressenti économique, le ressenti social, etc., est en train de modifier durablement
la scène politique. Alors après, les partis politiques plus anciens, plus récents, ou peut-être d'autres formes. Regardez, le mouvement En Marche, en fin de compte, à ses débuts, qu'est-ce que c'est? C'est une offre totalement nouvelle qui est choisie par les Français en 2017 parce que elle leur apparaît comme une clé qui peut ouvrir justement et les choses. Mais c'est d'ailleurs l'une des faiblesses du macronisme, ça n'a jamais été un mouvement qui a réussi à ensuite s'enraciner dans les territoires etc. C'était une de leurs difficultés. Mais c'était une chose absolument nouvelle. Qui vous dit qu'à la prochaine présidentielle, ou dans d'autres élections dans les 5 ou 10 ans à venir, d'autres forces peuvent balayer le bloc des gauches, peuvent balayer le RN, peuvent balayer le bloc... Nous sommes dans la mutation du politique. La mutation du politique, et là, en toute humilité, aucun politologue de France ou de Navarre ne peut prévoir ce qui va se passer. Ce que nous constatons, c'est les blocs sociologiques. Juste dans tout ça, le vote, le fait d'aller voter, on va avoir les municipales là dans quelques mois. Est-ce que les gens vont aller voter? Est-ce que... Alors, je reprends les études de mes collègues, notamment du CEVIPOF ou de nos universités du Grand Est. La commune reste encore le niveau de décision, d'identification préféré des Français et des Françaises. C'est le dernier niveau du politique. Mais n'oublions pas que les dernières municipales avaient eu lieu dans le contexte du Covid. Déjà, quelles sont les répercussions, non pas du Covid, mais de cette distanciation pendant le Covid? Nous ne le savons pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 6 dernières années? Est-ce que ça a accentué le renforcement de l'attachement à la commune et de la politique municipale, ou au contraire, la commune et la politique municipale aussi va souffrir de ce qui se passe aux échelons supérieurs? Alors, pour les enquêtes du CEVIPOF, on voit que cela diminue quand même. L'intérêt pour la commune, pour l'attachement à la commune, pour la politique communale. Mais en même temps, il reste un socle quand même relativement fort de citoyens et de citoyennes qui disent c'est au niveau de la commune que certaines questions économiques, sociales, de formation peuvent être réglées ou du moins atténuées pour certains problèmes. Donc nous sommes là aussi dans l'entre-deux. Cela reste l'institution préférée et la plus utile pour les Français. C'est une valeur refuge, mais en même temps, elle est impactée par cette distanciation générale vis-à-vis du politique. Alors justement, transition parfaite, en termes d'impact, au-delà de cette distanciation, selon vous, quelles vont être les conséquences de tout ce que vous venez de décrire, qu'on vient de décrire depuis 35-40 minutes, sur les prochaines municipales? Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous connaissez assez bien le paysage mosellan. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelle est votre vision? Alors, regardons 3 choses. Par exemple, pour le département de la Moselle, nous avons un conseil départemental qui est très dominé par les centres droits. Et nous avons actuellement les villes de plus de 8000 habitants en Moselle qui sont aussi très dominées par les centres droits, à quelques exceptions près. Famec, etc. Donc, à première vue, c'est les centres droits qui sont à la fois en position de force, mais qui peuvent être amenés à éventuellement plus souffrir d'élections municipales, parce que peut-être dans certaines communes, il y a la volonté de changement, il y a l'usure d'équipes municipales, cela joue dans toute municipalité. Donc déjà, premier point. Deuxième point, les gauches. Les dynamiques des gauches en Moselle, et dans le département d'à côté de la Meurthe-et-Moselle, se centrent à Metz, dans l'agglomération messine. Et on l'a bien vu aux dernières élections législatives, malgré qu'il n'y a plus de députés officiellement du bloc des gauches en Moselle, il y a eu des dynamiques électorales dans l'agglomération messine, dans certaines circonscriptions, au bénéfice des gauches. Est-ce que les gauches vont être capables de transformer cette dynamique, cet électorat qui se remobilise, ou un nouvel électorat, en nouvelle victoire à Metz ou dans certaines communes autour dans la métropole, en fin de compte, dans la métropole. Ça, c'est le deuxième. Puis le troisième enjeu pour les municipales, puisque le RN a eu une dynamique électorale forte aux législatives, et il aurait presque même pu emporter
la circonscription de Phalsbourg, vous avez remarqué d'ailleurs que le député n'a pas voté la confiance du gouvernement Bayrou parce qu'il sait que sa circonscription est très RN, du moins il y a une forte RN. Est-ce que le RN va être capable, pour la première fois de son existence, de transformer ces excellents ou bons résultats nationaux ou européens en des victoires communales, municipales fortes, et notamment Sarreguemines, Forbach, éventuellement toutes ces communes, Beach, toutes ces communes qui se trouvent à l'est. Bien sûr, il y a Yange, mais c'était l'exception qui confirmait la règle. Donc chacun des blocs a donc ou Amnéville, puisqu'il il avait fait plus de 50%, je crois, aux élections européennes à Amnéville. Et je crois, je parle devant un public d'avertis, mais je crois qu'à Amnéville, il y avait autrefois un docteur le docteur Kiefer, qui Amnéville, c'est un monde à part. C'était aussi un monde à part dans notre dynamique. Oui. Mais je ne pourrais pas vous dire que le RN va gagner Amnéville, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir, comme je vous l'ai dit, d'abord la capacité des centres droits à maintenir leur position très forte, dans ces communes je parle des communes de plus de 8 000 habitants ou de 10 000 habitants, de voir si les gauches sont capables de reprendre Metz par rapport à leur petite dynamique électorale qu'ils ont connue, notamment aux législatives et aux européennes, et de voir si le RN est capable de transformer dans certaines communes, de gagner des communes, au-delà d'Ayange. Et puis, il faudra surtout aussi regarder, parce que c'est important, parce que même si les sénatoriales ont eu lieu en 2023, en Moselle, les victoires municipales, la transformation, il faudra regarder aussi toutes les communes rurales de la Moselle. Elles sont nombreuses encore. Il y a beaucoup de petites communes encore dans certaines parties de la Moselle. Qui sortira et là, c'est très difficile de savoir les proximités partisanes des maires dans une perspective d'élection sénatoriale dans X années. Donc c'est un enjeu qu'il ne faut pas négliger aussi en Moselle. Regardez, alors là c'est à la loupe, regardez les dynamiques dans les communes les plus petites de Moselle. Vous parliez tout à l'heure de la valeur refuge qui est le maire et la commune. Est-ce que la facilité pour les électeurs, ça va pas être de se dire on reconduit le maire sortant parce que c'est de la stabilité, c'est rassurant, on le connaît. Le contexte national. Ça dépend. Là, je ne pourrais pas c'est pas une réponse de Normand que je vais vous faire, mais cela dépend parce que, bien sûr, il y a le réflexe de la légitimité, de la stabilité, et puis il y a des équipes municipales, quelle que soit leur couleur politique, qui mobilisent des électeurs qui ne sont pas des équipes municipales de centre droit, sont élus par des électeurs de gauche et inversement, etc. Donc l'efficacité, la stabilité, la légitimité peut jouer, mais aussi. Mais chacun d'entre nous sommes confrontés à cela. Il y a l'âge biologique d'une équipe municipale, plusieurs mandats. Et vous voyez bien, nous savons bien qu'à Metz, le long règne de feu Monsieur Roche, quand même, c'était un des recordman de France, avait peut-être à un moment donné a été aussi un appel d'air pour la gauche d'être l'alternative à donc dans des municipalités, peut-être des longs mandats, même si le maire ou l'équipe sont encore efficaces, intéressantes, peuvent aussi le désir d'alternance, le désir de changement peut jouer ici ou là. Donc, oui, il y a le côté légitimiste, mais il y a aussi des appels de changement, d'alternance, y compris par des électeurs qui ne sont pas forcément proches politiquement, en termes de valeurs, de l'autre alternative. Vous parlez si on parle un peu de la gauche, vous parlez de la dynamique des gauches. À Metz, les gauches, c'est quoi pour vous? C'est presque la majorité aux prochaines communales, aux prochaines municipales. C'est une gauche qui va du Parti socialiste aux Insoumis? C'est aux gauches de décider qui fait partie des gauches. Mais en termes électoraux, les gauches sont au bord de la majorité aux prochaines municipales. Si on prend l'arc de toutes les gauches, ils sont au bord de reprendre éventuellement. Je ne le sais pas, mais en termes électoraux, etc. Après, là aussi, il ne faut jamais oublier les campagnes électorales, les compositions des listes,
Et puis, des électeurs du centre-gauche peuvent être effrayés d'être avec des candidats du LFI trop fortement marqués, etc. Il faut pas oublier non plus que nous avons eu 2 années très agitées au sein des gauches. À l'Assemblée nationale, dans certaines aussi grandes villes, pas forcément à Metz, mais dans d'autres grandes villes en France. Donc, c'est un enjeu difficile pour les gauches. Et inversement, le centre droit, autour du maire actuel et autres, ont aussi des dynamiques, peuvent avoir aussi une campagne et sont toujours, eux aussi, au bord de la majorité. Alors justement, Par contre, je ne crois pas à l'hypothèse du RN à Metz. En termes électoraux sociologiques, un score peut-être amélioré, mais pas capable de remporter. C'est absolument. Ou alors là, ça différait toutes les lois de la sociologie. Pourquoi c'est pas possible? Parce que les blocs sociologiques constituant la ville de Metz. Alors, dernière question avant de passer la parole à la salle, et ça permet de faire le lien avec la première question, même si vous avez peut-être déjà répondu un peu en filigrane. Selon vous, quel peut être l'impact du contexte national sur ces municipales? Et imaginons qu'il y ait une dissolution, on ne sait pas, d'ici là. S'il y avait de nouvelles législatives avant les municipales, est-ce que ça pourrait avoir un impact là? Ça serait très difficile pour les équipes des partis, parce qu'il faudrait déjà gérer 2 campagnes électorales qui ne sont pas du tout les mêmes, premièrement. Et là aussi, ils sont en train de constituer les listes, où je présume que beaucoup des listes sont déjà bouclées ou fermées. Pour les municipales. J'espère pour eux. J'espère pour eux, même si on est au mois de septembre, j'espère que la plupart des listes sont quand même bien bouclées pour certaines villes, du moins. Mais s'il y avait des législatives, mettons en février ou autre, vous imaginez la gestion du calendrier et les dynamiques, c'est-à-dire que les électeurs et les électrices seraient désaffiliés de leur appartenance politique. Donc, une élection législative avant les municipales pourrait troubler fortement le jeu des municipales. Parce que les acteurs auraient à gérer des campagnes, les électeurs et les électrices pourraient mélanger les agendas ou se désaffilieraient de les candidats, éventuellement. Et forcément, la chose. Par contre, ça, je ne le sais pas, j'avoue mon ignorance. Est-ce que nous pouvons tenir constitutionnellement à la fois le même jour ou les mêmes jours municipales et législatives? Ça, j'avoue, j'ai un trou dans ma mémoire constitutionnelle et institutionnelle, si on peut dire. Donc là, ça sera aussi une autre dynamique si les élections avaient lieu le même jour. Nous ne sommes pas habitués à ça en France. Nous avons eu très peu de scrutins, comme nos voisins belges, ils votent tout d'un coup à plusieurs élections, on fait converger les élections, etc. Nous, en France, on essaie toujours de bien distinguer les élections, même s'il y a eu autrefois, à un moment donné, des élections régionales et des élections municipales le même jour, etc. Mais ça remonte il y a déjà longtemps. Merci Philippe Poirier pour ces explications, ces visions. C'est hyper intéressant, si je peux me permettre. J'ai passé la parole à notre auditoire, s'il y a quelques questions en complément. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, professeur, notamment par le lien que vous avez fait entre les difficultés politiques dans notre pays et les évolutions de la sociologie politique de notre pays. Ce serait une erreur de considérer que la situation dans laquelle se trouve la vie politique française serait strictement le résultat du jeu politique et même politicien. C'est le résultat de l'évolution de la sociologie politique de notre pays. Et dès lors se pose une question, c'est celle des institutions de la Ve République qui sont en souffrance actuellement et qui n'avaient pas été prévues pour un jeu politique tripolaire. Le jeu politique en France a été défini pour la première fois sous la Ve République à l'élection présidentielle de 1965, qui a opposé au 2e tour le général de Gaulle pour la droite, à François Mitterrand pour la gauche, et qui a défini ce cadre. Et à l'époque, l'extrême droite était déjà représentée par Tixier-Vignancourt. Oui, mais le souvenir du rôle de l'extrême droite dans la collaboration, qui était encore proche dans les esprits, avait disqualifié ce camp politique, si bien que la vie politique française s'est organisée pendant plusieurs décennies sur le rapport droite-gauche. Et les institutions de la Ve République étaient faites pour cela. Aujourd'hui, et vous l'avez relevé, l'évolution sociologique de notre pays fait que, on peut le penser, vous l'avez dit, pour peut-être plusieurs législatures, nous sommes dans une réorganisation tripolaire de la vie politique de notre pays. Et ça tient non pas au jeu politicien, mais à des évolutions sociologiques. Par exemple, la gauche, pendant longtemps, était le camp des travailleurs, des ouvriers, des employés. Avec les gaullistes. Oui, avec les gaullistes,
notamment, pendant la période du général de Gaulle, parce que la personnalité du général de Gaulle, le souvenir de ce qu'il a représenté, à juste titre, fait que ça dépassait les clivages traditionnels de classe. Tout à fait. Et puis ensuite, la figure du général de Gaulle s'éloignant dans les mémoires, on est revenu à un jeu plus classique. Mais aujourd'hui, on doit bien reconnaître que la sociologie politique a changé, que malheureusement, je le dis pour ce qui me concerne, une bonne partie des ouvriers et des employés se sont orientés vers le Rassemblement national, et la gauche, elle, est devenue le camp des CSP+, dans les grandes villes, vous l'avez relevé, en gros, plus on est diplômé, plus on vote à gauche, avec pour LFI en plus un vote communautaire qui est venu s'agréger. Et puis il reste à la droite et au bloc central, centre droit, bloc central, il reste, je dirais, la vieille bourgeoisie traditionnelle qu'on retrouve aussi encore dans les grandes villes, mais plus dans les villes moyennes et dans les plus petites villes. Bon. Et on peut penser que cette réorganisation de la sociologie politique du pays va durer. Alors vous avez dit, vous l'avez relevé à juste titre, qu'il a fallu un événement historique considérable, la Première Guerre mondiale, pour bousculer ce qu'était le jeu politique avant cet événement. Bon. Évidemment, on forme tous le vœu qu'il ne soit pas nécessaire de connaître à nouveau un cataclysme de cette importance pour que nous puissions réorganiser la vie politique de notre pays. Et moi je le dis, et en le disant je bats ma culpe, même si personnellement je ne crois pas porter de responsabilité là-dedans. Je pense que la gauche porte une responsabilité dans le fait d'avoir laissé les catégories populaires glisser vers l'extrême droite. Alors ça tient évidemment à des évolutions sociologiques, mais ça tient aussi au discours que la gauche a tenu ou qu'elle a cessé de tenir en direction de ces catégories-là. Et je pense que, au fur et à mesure que la gauche est orientée vers des discours qui relevaient plus du sociétal, Dominique Gros me souffle le mot, du sociétal que du rapport capital-travail, pour dire les choses clairement, eh ben, elle a vu s'éloigner ces catégories populaires qui disaient « Mais moi, en quoi ça me concerne, vos histoires ?» J'ai publié, il y a pas très longtemps, un article dans l'Humanité où j'explique cela. Moi, je suis évidemment pour que la gauche défende la cause des femmes d'abord, des homosexuels, de toutes les catégories sociales qui pendant longtemps ont été discriminées et ont souffert de cette discrimination. Mais il n'empêche que ce qui doit rester au cœur, au centre du discours de la gauche, c'est le rapport capital-travail et c'est la défense du travail contre le capital. Et c'est ce qu'elle n'a plus fait. Et c'est ce que même LFI ne fait pas. En tous les cas, pas de manière suffisamment claire. Et donc, il me semble que pour revenir à un jeu politique plus lisible, plus compréhensible, il va falloir que la gauche revienne à un discours qui était celui qu'elle a porté pendant longtemps, qui est celui de la défense du travail contre le capital. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Mais je vous ai dit que les enquêtes d'opinion montraient que les Français et les Françaises étaient d'abord et avant tout préoccupés par la question économique et donc la question sociale. Donc toute force politique, qu'elle soit à gauche, à droite, à l'extrême droite ou ailleurs, c'est l'agenda qui doit être répondu. L'agenda, c'est les questions économiques et sociales de la France, principales, qui écrasent toutes les autres. Les questions sociétales, ne parlons pas des questions de politique étrangère, ça n'intéresse pas le corps électoral ou très peu, ce n'est pas déterminant. Alors, les questions environnementales, c'est un peu plus complexe suivant les blocs et suivant les territoires. Mais c'est la question économique et sociale qui domine. Donc, les forces ou les blocs de forces politiques qui répondront à ces attentes, alors peut-être pas, je suis désolé de vous corriger, simplement le rapport capital-travail, parce que et le capital et le travail ont énormément changé par rapport au débat des années 60 et 70. Ce n'est plus la même. C'est des capitaux, j'allais dire, et des travaux, si on peut dire. Mais c'est à vous de répondre à toutes ces questions-là. Mais il est vrai que c'est là que peut se recomposer des majorités politiques sur ces réponses à apporter. Mais ce que vous avez signalé de la gauche française, mais toutes les gauches européennes, et même, si on va très loin de l'autre côté de l'Atlantique, de privilégier, ou de laisser croire ou de privilégier qu'il y avait certaines questions que vous avez citées importantes, etc. N'oubliez pas quand même que les femmes, c'est pas une minorité, c'est la majorité de la société. Mais c'est l'abandon, ou du moins la négligence, ou des politiques de questions qui ont fait que, mais n'oubliez pas en même temps,
que l'électorat RN n'est plus simplement un électorat de protestation sociale et économique. C'est un électorat qui, en partie, alors c'est très difficile suivant les territoires, suivant mais qui adhère à certaines des politiques proposées par le RN. Le RN n'est plus simplement un parti protestataire et il reste un côté tribunicien et protestataire, mais il y a une partie des couches populaires que vous décriviez ou autour des questions économiques et sociales qui adhèrent à ce que propose le RN. Peut-être aussi ce que nous voyons avec les collègues européens, peut-être on n'en parle pas souvent, mais la question européenne, les politiques européennes, les politiques publiques européennes, les politiques économiques et sociales et environnementales sont parfois mal comprises. Écoutez, ce matin, je venais en voiture ici et j'entends à la radio que l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, disait ça fait 30 ans que les politiques européennes industrielles sont plantées ou sont mal faites. Donc si je suis un électeur et une électrice, je dis mais il a été ministre de l'économie et des finances pendant 7-8 ans, donc comment peut-il tenir un discours? Donc ça veut dire bien que c'est pas simplement un problème de communication, c'est peut-être un problème de positionnement. Ça ne veut pas dire que les gens rejettent l'Europe, ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ou ne font pas de lien dans leur quotidienneté avec certaines politiques économiques de cohésion, etc. Et c'est peut-être aussi une clé. Enfin, c'est une clé. Enfin, je ne sais pas si c'est une clé, c'est un objet qui doit être traité aussi par vous, à gauche ou au centre droit ou dans les autres forces politiques, me semble-t-il. Mais ça, c'est facile, nous sommes des observateurs, nous regardons les études, nous montrons, etc. Comme je dis souvent à mes étudiants, etc., c'est très difficile d'être homme ou femme politique aujourd'hui. Ça n'a jamais été facile, mais c'est très, très, très difficile en raison de la complexité des enjeux économiques et sociaux et environnementaux, des territoires qui bougent beaucoup, du rapport au pouvoir qui a énormément changé, et aussi que le pouvoir s'est déplacé. Le pouvoir n'est pas simplement le pouvoir politique. Le général de Gaulle et M. Pompidou avaient plus de pouvoir que M. Macron ou que M. Hollande ou que M. Sarkozy, etc. Donc il y a aussi ce rapport qui a changé. Donc vous avez une responsabilité et des prises de risques démentielles, mais c'est nécessaire parce que sinon notre système politique et démocratique va empirer, si on peut dire. Si vous me permettez, peut-être si ça intéresse notre auditoire. Partagez un peu le micro aussi. Oui, je vous le rends tout de suite. Par rapport aux États-Unis, j'ai une formule, je vous la livre. Je ne sais pas si vous la validerez. C'est la suivante: qui sème le wokisme récolte le trumpisme. Je ne sais pas si vous la trouvez excessive, mais elle explique peut-être en partie quand même le choix des États. Alors, dans certains États, les États industriels, etc., ouais. Il est clair que les démocrates ont perdu le Michigan et la Pennsylvanie pour très longtemps parce qu'ils n'étaient plus capables de répondre à certaines questions fondamentales auprès de l'électorat. Ce n'est pas moi, ce sont les collègues américains qui travaillent sur ces questions-là. On pourra faire une émission sur le sujet, mais bon. Après, vous avez raison de dire que le rapport capital-travail a évolué et que notamment chez les représentants du capital, il y a des évolutions. On disait tout à l'heure que les CSP+ votent à gauche. L'autre jour, j'entendais Arthur Munch, le créateur de Mistral AI à la télévision, qui était interrogé sur la taxe Zuckman, et qui dit à la présentatrice qu'il n'était pas contre, que lui, personnellement, compte tenu de la situation de sa société, ça serait un problème, mais que par principe, il n'était pas contre. Bon, donc là, on voit aussi les évolutions. Mais il n'empêche quand même que le rapport capital-travail reste structurant. L'élément supplémentaire à intégrer dans la réflexion, c'est que l'opinion publique, aujourd'hui, elle est travaillée en profondeur par des outils d'influence extrêmement puissants, peut-être les plus puissants qui ont jamais existé à la surface de la Terre. Je pense aux réseaux sociaux d'une part et aux chaînes d'information continues d'autre part. Et que le formatage des consciences par ce système d'influence, il a aussi une répercussion qui peut amener notamment certains électeurs à voter contre leur propre intérêt. Merci Bertrand. Merci. Évidemment, on pourrait poursuivre, mais voilà, le temps de l'émission est compté, puis il y a peut-être d'autres personnes qui veulent... Monsieur... Merci. Oui, ma question sera courte. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la dette française, et en termes de risque, et politiquement, parce que certains nous disent la dette, c'est pas un problème, le capital, on ne le remboursera jamais. Nous cite l'exemple des États-Unis, la puissance du dollar. Les États-Unis sont plus endettés encore que la France et que l'euro nous protège. Je voudrais savoir quel est votre avis sur ce point. Alors, quand je vais vous quitter cet après-midi, j'enseigne le cours Finances publiques à l'université.
Donc je vais vous répondre très clairement. Aujourd'hui, le poids de la dette est un problème pour un État. Le poids de la dette, quel qu'il soit, y compris pour les États-Unis d'Amérique ou pour la France. C'est un problème. Et nous le voyons très simplement parce que autrefois, la dette était évaluée par les électeurs ou par le Parlement ou par les partis politiques. Maintenant, il y a les agences de notation et immédiatement après, sur les marchés financiers, la France ou d'autres États doivent emprunter plus cher pour leur politique publique et leur financement. Donc la dette est certainement, aujourd'hui, dans la configuration des acteurs de l'évaluation de la dette, beaucoup plus lourde et impactante que la même dette aussi importante que dans les années 60 ou dans les années 50. Ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point, c'est que nous vivons dans une union économique et monétaire. Nous vivons dans la zone euro. Donc nous ne pouvons pas avoir, soit nous acceptons toutes les règles de l'union économique et monétaire, et nous vivons, et c'est des formes de solidarité. Vous vous rappelez la crise en 2008, l'Union européenne a été solidaire du Portugal, de la Grèce, etc. Donc si nous sommes dans une union économique et monétaire, nous devons respecter les règles que nous nous sommes données. Parce que sinon, c'est pas simplement l'économie française qui est en danger. C'est l'économie du Luxembourg, de l'Allemagne, de tous les pays membres de la zone euro. Donc, il y a un effort de solidarité à avoir pour gérer cette dette-là. En revanche, il ne faut pas devenir plus orthodoxe que les orthodoxes ou plus catholiques que le pape. C'est-à-dire que l'endettement, ça va peut-être vous paraître curieux après ce que je viens de dire, mais l'endettement est aussi nécessaire pour les investissements à long terme. Donc, la question, c'est d'abord, quelle est, j'allais dire, la mauvaise dette et la bonne dette. Il y a des bonnes dettes pour les investissements à long terme, les infrastructures. Lorsque nous prenons l'autoroute ou des grands transports le TGV, etc., c'est des investissements d'endettement qui ont été faits au cours des années 70, voire 80. Et c'était de la bonne dette. C'était un endettement élevé. Par contre, il y a de la très mauvaise dette. Et ça, il faut l'identifier. Et alors là, la France n'est pas la championne pour bien traiter sa mauvaise dette, ou ses mauvaises dettes, la mauvaise nature de la dette. Par contre, et pour répondre pour les États-Unis et la France, les États-Unis sont protégés par le dollar, oui, mais parce que ils sont la première puissance économique et la première puissance militaire et politique, à égalité maintenant avec la Chine, et c'est pour ça qu'ils peuvent avoir une dette aussi large, non seulement parce qu'ils ont de la bonne dette et de la mauvaise dette, mais que le dollar est demandé par les autres de la planète. Tandis que l'euro, même si l'euro est une monnaie un peu de référence, elle n'est pas venue, malgré son objectif encore, elle n'est pas venue un équivalent du dollar sur les marchés internationaux. Si vous allez à Beyrouth, vous allez dans la rue de Beyrouth, on va vous demander le dollar et pas l'euro. Si vous allez à Buenos Aires, on va vous demander le dollar et l'euro. Par contre, l'euro, comme zone monétaire, a permis justement quand même d'avoir des références monétaires plus avantageuses et à protéger d'une certaine manière la France aussi, d'une certaine manière. Donc, vous voyez, mauvaise dette, bonne dette, infrastructure à long terme, faire attention aux agences de notation ou d'autres acteurs, et puis voir les forces et pour l'instant les limites de l'euro. Et là, c'est pas vous et moi ici que nous allons en dire, c'est aussi comment on organise autrement la gouvernance de la zone euro, la gouvernance politique de la zone euro. Merci Philippe Poirier pour cette réponse. Merci pour cette émission. Vous nous avez aidé à dresser de manière fort intéressante le tableau avant la séquence des municipales que nous allons tous vivre. Nous vous donnons d'ailleurs rendez-vous fin du mois prochain pour la première des émissions consacrée totalement aux municipales 2026, avec un format là aussi spécial puisque nous recevrons des représentants du monde économique local qui nous diront ce qu'ils attendent des candidats et des candidates au municipal. Merci, bonne journée, à bientôt. Merci.